derniers mois, il y a vraiment eu un coup de projecteur sur la fragilité de nos systèmes économiques. Et on sent vraiment l'envie d'imaginer autre chose, des nouveaux modèles qui sont plus résilients, qui respectent mieux les limites de la planète et surtout aussi les humains, nous tous qui la peuplons. Alors il faut savoir que ce thème, on est vraiment ravis de pouvoir accueillir ce thème au festival maintenant ce soir. Il y a plus de 100 personnes qui sont sur liste d'attente, donc vous êtes vraiment chanceux de pouvoir être avec nous ce soir. Et nous allons accueillir, pour parler de ce thème ce soir, nous avons un grand plaisir d'accueillir Géraldine Thierry et Olivier de Scuter, qui sont tous les deux passionnés d'économie et passionnants. Alors Géraldine Thierry est docteur en économie et chargée de cours à l'ICHEC et à l'UC Louvain. Et Olivier de Scuter, quant à lui, est professeur de droit international à l'UC Louvain. Et il a exercé différentes fonctions auprès de l'ONU, et notamment rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation du Conseil des droits de l'homme et plus récemment, rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Alors c'est une conférence que le festival maintenant co-organise avec Oxfam, Magasin du Monde. Et je passe maintenant la parole à Roland pour le déroulé concret de la conférence. Merci Gwendoline. Donc effectivement, nous on est super heureux de participer à cet événement. Oxfam Magasin du Monde fait une campagne pour l'instant justement autour de l'économie du donut qui va être un des sujets abordés ce soir, où quelque part on va voir que ça peut nous servir de boussole un peu pour nous guider pour l'avenir, et on a besoin vraiment de nouveaux repères pour changer le monde. Alors comment va se passer cette soirée? En fait, il y aura 3 blocs de 40 minutes environ. Donc d'abord 40 minutes pour chacun des orateurs, et en plus 40 minutes pour vous, pour poser vos questions. Voilà. Avant ça, on a une petite surprise. Un petit moment d'inspiration qu'on a envie de partager avec vous pour vous mettre vraiment dans l'ambiance d'un autre monde. Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'intervenir juste après Camille. Je pense que même si la forme va être un peu différente, je crois que l'esprit dans lequel Camille a fait cette magnifique et poétique intervention résonne très fortement en moi et dans ce qui m'a profondément mue quand j'ai préparé cette conférence. Alors cette conférence, vous voyez, elle s'appelle Oui, une autre économie est possible. Voilà. Et les organisatrices et organisateurs du festival ont voulu ce titre résolument positif. Je vais essayer de vous montrer que cet optimisme n'est pas une utopie. Alors mon propos va se tenir en 2 temps. 2 temps qui correspondent chacun à une acception spécifique, une définition de l'économie. Parce que l'économie, c'est quoi? L'économie, c'est l'ensemble de nos pratiques économiques. C'est l'ensemble, voilà, vous m'entendez mieux comme ça. C'est l'ensemble de nos pratiques, la manière dont nous produisons, la manière dont nous consommons, les politiques fiscales, les politiques budgétaires, les institutions économiques. Tout ça, c'est notre économie. C'est notre manière de vivre l'économie, c'est le système économique fondé avec ses pratiques. Mais l'économie, c'est aussi autre chose. L'économie, ce sont les analyses économiques, les modèles économiques. On étudie l'économie. Ce sont les discours qu'on va porter sur l'économie. Et ça, donc, on va les appeler les théories économiques. Et quand je parle d'une autre économie, je pense, et quand on veut aller vers une autre économie, je pense qu'on doit absolument prendre en compte conjointement ces 2 définitions, ces 2 aspects, ces 2 faces de l'économie. Pourquoi? Parce qu'elles se renforcent mutuellement. Elles s'influencent et se renforcent. Les pratiques économiques, elles sont profondément influencées par les théories économiques. Et peut-être que l'exemple le plus flagrant et qui va certainement vous parler, c'est le poids historique des pensées économiques et des théories économiques libérales qui ont théorisé depuis 250 ans les vertus supposées du marché libre. C'était une idée théorique au départ, qui a été constituée, qui a été construite et qui a été élaborée et consolidée au fil de la pensée économique. Mais ce qui est fou, c'est de voir l'influence de cette idée, donc de cette théorie économique qui vient prôner les vertus du marché libéral, du marché libre, sans entrave, sur les influences, sur les institutions que les sociétés se sont données. Ces institutions qui ont été précisément construites, élaborées et validées, légitimées politiquement pour faire en sorte que le marché libre fonctionne. Pensez à l'ensemble des traités de libre-échange, pensez aux institutions de la concurrence, pensez aux législations antitrust. Tout ça,
ce sont bien des institutions qui font partie du système économique, qui sont nées au départ de la croyance assurée théoriquement par la théorie économique, la croyance en la vertu du libre marché. Mais la relation va dans les deux sens. On voit aussi que plus une pratique est visibilisée, plus une pratique a d'ampleur dans l'économie, plus on va s'y intéresser et plus on va en parler. Et donc si on en parle, plus on va vouloir l'étudier. Plus on va l'étudier, plus elle va faire partie de recherches qui vont elles-mêmes être enseignées. Et donc finalement, plus de gens vont l'étudier. Alors pourquoi je vous parle de ces deux faces de l'économie? Parce qu'en fait, quand je parle de faire une nouvelle économie, une autre économie, les résistances que je reçois, elles sont profondément liées au fait, précisément, qu'aujourd'hui, les institutions économiques et leurs acteurs n'agissent qu'avec les outils dont ils disposent, c'est-à-dire qu'ils pratiquent l'économie telle qu'ils l'ont étudiée. Et parallèlement, un ensemble de pratiques qui vont pourtant dans le bon sens, qui vont dans le sens d'une société plus soutenable, eh bien ces pratiques-là ne sont pas visibilisées. On n'en parle pas, on ne les étudie pas et on ne les enseigne pas. Et donc face à ça, moi j'ai envie de vous montrer l'importance de les prendre ensemble et de vous montrer qu'en fait il existe de nombreuses pratiques alternatives. Et donc je vais essayer de répondre aux grandes résistances. Ces deux grandes résistances, on me dit d'abord non, c'est pas possible de faire une autre économie au sens d'un autre système économique. Et je vais un petit peu regarder avec vous les arguments qui sont souvent apportés quand on me dit non, c'est pas possible de faire une autre économie. En fait, le tout premier argument que je reçois souvent, c'est pas un argument sur le fait que ce soit possible ou pas possible, c'est un argument sur le fait que ce n'est pas nécessaire. Mais non, le système actuel va s'en sortir. Et il est vrai qu'il existe chez de nombreux économistes cette croyance selon laquelle si la croissance économique produit des inégalités, il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est qu'une étape du processus. La croissance économique, mécaniquement, va contribuer à diminuer ces inégalités. Et cette idée, elle a été reflétée dans ce qu'on appelle la courbe de Kuznets. Kuznets qui a développé cette courbe dans les années 50. Et l'idée était de dire, ne vous inquiétez pas, même si la croissance passe par un peu plus d'inégalités, au final, ces inégalités vont se réduire. Sauf que les faits nous montrent une réalité tout à fait différente. Ici, vous avez un graphique qui vous présente depuis 35 ans des grandes régions du monde. Et qu'est-ce qu'il nous montre exactement? Il nous montre la part du PIB qui est captée par les 10% les plus riches de la population. Eh bien, vous pouvez observer, bien qu'à des rythmes différents, que dans ces 5 régions du monde, effectivement, la part captée par les 10% les plus riches n'a cessé de croître. On ne voit pas cette décroissance de la courbe de Kuznets. Il existe aussi chez les économistes une autre croyance qui est celle que si la croissance économique augmente les nuisances et les dommages environnementaux, ce n'est pas grave, ne nous inquiétons pas. La croissance et le progrès technologique qui l'accompagne participera à élaguer, à évincer, à faire disparaître ces problèmes environnementaux. Et par analogie, des économistes ont emprunté à Kuznets sa courbe et l'ont appelée la courbe de Kuznets environnementale. Elle est là sous vos yeux. Plus on croit, à un moment, on verra bien que tout s'améliorera. Là aussi, les chiffres nous montrent que la réalité n'est pas du tout celle-là. Alors sur ce point, j'aurais pu vous prendre un ensemble d'exemples, j'aurais pu vous montrer 1000 graphiques. J'en ai choisi un graphique que je ne montre pas souvent parce qu'il n'est pas spécialement... enfin voilà, c'est pas le plus populaire ou le plus sexy des graphiques, et pourtant, je pense qu'il montre de manière extrêmement édifiante qu'on n'arrivera pas à faire plus de PIB sans avoir plus de dommages environnementaux. Ce graphique, ce qu'il représente, c'est en fait un ensemble de pays dont les PIB sont différents. Et on associe à ce niveau de PIB la consommation d'énergie primaire, donc disons-nous la consommation énergétique. Et que voyez-vous sur ce graphique? La corrélation, elle est presque parfaite. On est donc loin de l'idée selon laquelle des économies qui se tertiarisent, qui deviennent des économies de services, vont potentiellement se dématérialiser et consommer moins d'énergie que les économies industrielles. Ce n'est pas le cas. Alors, un autre argument qu'on m'avance souvent, c'est de dire « mais de toute façon, c'est bien beau de penser une économie autrement, mais on voit bien que les alternatives ne sont pas viables ». Et pourtant, il me semble que
cette époque-ci, finalement, comporte un ensemble de conditions institutionnelles, on pourrait les appeler comme ça, tout à fait favorables au changement. Pensons d'abord aux circuits courts, dont on a montré avec la crise du Covid à quel point ils étaient résilients et probablement beaucoup plus que d'autres manières de s'approvisionner. Pensons aux coopératives d'énergie renouvelable qui explosent depuis une dizaine d'années. Elles se comptent par centaines en Allemagne, au Danemark. Elles se comptent par dizaines en Angleterre. Elles commencent à faire leur émergence en France, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas. Pensons aussi au maintien et au développement d'une presse économique hétérodoxe qui ose transmettre et faire véhiculer des idées alternatives à l'économie dominante. Ici, je prends l'exemple d'Alternative économique qui est organisée comme une coopérative depuis de nombreuses années et qui est tout à fait viable. Pensons aussi au déploiement de nouveaux modèles économiques. Alors des modèles d'économie circulaire, mais il y a énormément d'exemples en économie de la fonctionnalité. Et ici, avec cette photo, vous voyez ce vélo à la roue bleue, peut-être que certaines d'entre vous le connaissent, c'est Swapfit. C'est une entreprise qui se montre effectivement tout à fait viable et économiquement. Et donc, du coup, on peut se poser la question. Alors oui, évidemment, autre exemple important, les communs collaboratifs. Pensez à Wikipédia, l'ampleur mondiale que ça a pu avoir. Donc on voit qu'il y a des alternatives viables. Maintenant, il ne faut pas être naïf. Il y a aussi beaucoup d'entreprises alternatives qui peinent à percer, qui peinent à se pérenniser. Mais là où je pense qu'on a une source d'espoir importante, c'est que de plus en plus, le monde politique et les pouvoirs publics ont une responsabilité croissante vis-à-vis du soutien aux conditions d'existence et de pérennisation de telles initiatives. Donc structurellement, les formes institutionnelles sont aussi en train de se modifier pour soutenir ces différentes initiatives. Alors, autre argument, c'est qu'on me dit, de toute façon, la population n'en veut pas. Alors là, vous avez deux grands arguments qui reviennent assez souvent et je vais vous les exposer. Dans un premier temps, on nous dit, non, les gens, de toute façon, ce qu'ils veulent dans la vie, c'est consommer. Et c'est consommer toujours plus. Et pourtant, une étude très récente, menée notamment par l'UCL, mais également par Saint-Louis et par le CESEP, nous montre très récemment que l'expérience du confinement a mis en exergue, en tout cas, à modifier assez fondamentalement notre rapport à la consommation et notre rapport au travail. Dans cette étude, il est dit que 90% des Belges déclarent vouloir changer en matière d'emploi et de transition écologique, que 73 d'entre eux déclarent soutenir une réduction radicale du temps de travail, que 87% des Belges disent avoir changé leurs habitudes de consommation, 31% affirment consommer davantage de produits locaux, et 22 ont réduit leur consommation non nécessaire. Alors certes, on a vu que certains de ces changements de consommation n'ont duré que le temps du confinement. Il semble que le retour à la normale, que le retour du système ait réattrapé les gens et ait réenglouti les gens dans leurs pratiques habituelles. Mais tout de même, ce confinement a eu de nombreuses conséquences, évidemment des conséquences terribles, des pertes d'emplois, une crise économique sans précédent, une exacerbation immense des inégalités sur plein d'aspects, mais là aussi une conséquence positive, c'est qu'elle nous a plongés dans l'expérimentation. Certainement contre notre gré, mais elle nous a appris à ralentir notre rapport au temps et probablement que, ce faisant, chez quelques-uns, chez quelques-unes, elle a semé quelques graines de changement en termes de rapport à la consommation, de rapport au temps et finalement de rapport à l'économie, dans ce qu'elle a de plus substantiel. À une échelle plus grande, cette étude était une étude belge, on voit des études européennes qui pullulent d'un peu partout. Et ici, je vous prends juste une image, une réponse à un sondage qui nous montre qu'une grande majorité de personnes désirent une Union européenne neutre en carbone d'ici 2030. Donc, je ne sais pas si les gens n'en veulent pas de ce changement. L'autre argument qu'on me dit souvent, quand on me dit que la population de toute façon n'en veut pas, c'est de dire mais de toute façon, cette histoire, c'est une affaire de bobos, et ces changements, c'est finalement les plus fragiles qui vont en payer les pots cassés. Et très naturellement, et très légitimement, on peut penser à l'expérience des Gilets jaunes. Il est vrai que le mouvement des Gilets jaunes est né d'une mesure dite écologique qui n'a pas du tout été pensée dans sa complexité et qui n'a pas du tout été pensée avec ses enjeux sociaux. Il est, et je pense que c'est une erreur gravissime, de dissocier enjeux écologiques et enjeux sociaux. Si une mesure écologique qui vise assez légitimement à limiter les comportements écologiquement néfastes
doit être menée, elle ne peut pas l'être indépendamment d'une réflexion profonde sur les effets potentiellement inégalitaires et anti-redistributifs d'une taxe à la consommation, comme c'était ici le cas dans ce qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Et des solutions existent, il y a des études qui sont menées pour montrer quelles sont les conditions sociales et socialement acceptables à la mise en œuvre, soit d'une taxe carbone, soit d'autres mesures. Mais en tout cas, on ne peut pas penser une mesure écologique sans penser cette mesure dans ses termes sociaux. Sinon, ça ne fonctionnera jamais. Et ce n'est pas ça non plus qu'on veut comme forme de transition. Donc les solutions existent. Et peut-être, et j'aurais pu vous faire 20 slides là-dessus, je n'en ai pas fait du tout, mais juste vous rappeler à quel point un nombre important d'études nous montre que les premières victimes des problèmes écologiques, ce sont les populations les plus vulnérables, autant au niveau international, où on verra qu'il y a une responsabilité partagée d'abord, enfin partagée, différenciée dans la pollution, et par contre ce ne sont pas ceux qui polluent le plus qui en paient plus de pots cassés, ça je pense que vous en avez tous et toutes bien conscience, mais aussi au sein de nos économies occidentales, nous voyons que ceux qui sont le plus en souffrance du point de vue des nuisances environnementales, de ce qu'on appelle la santé environnementale, problèmes de qualité de l'air, nuisances sonores, ce sont aussi les personnes qui souffrent de mal logement et qui ont des graves problèmes. Donc si une transition est pensée dans cette prise en compte conjointe des enjeux sociaux et écologiques, nécessairement, les plus fragiles seront certainement les premiers à en bénéficier. Alors on me dit aussi, non, mais il est trop tard, on est collectivement incapable de changer. Ah bon ? Mais je vois que les conditions institutionnelles nous montrent quand même qu'on a, par exemple, au niveau international, un Green Deal européen. On a les SDGs. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Ce n'est pas des mesures les plus radicales, mais elles montrent quand même une tentative de coordination internationale. Ce qui est on peut aussi parler des COP, évidemment. On a de l'action collective à un niveau international, dans des générations qui sont parvenus en très peu de temps à finalement générer des mobilisations extrêmement importantes. On a des référentiels qui apparaissent de plus en plus, et notamment l'économie du donut de Kate Raworth, dont je vais vous reparler par la suite. Et puis on a aussi un mouvement qui gagne en ampleur et qui est en train de toucher de nombreuses parties du monde et qui s'appelle Rethinking Economics. C'est un mouvement qui est lancé par des étudiants insatisfaits avec leur cursus d'économie, insatisfaits avec ce qu'on leur apprend, et qui veulent qu'on leur montre autre chose. Et je pense que ce mouvement fait profondément écho à ce que Camille Etienne a pu nous partager dans sa présentation. Et donc, ce mouvement de Rethinking Economics qui vient critiquer la pensée économique m'amène du coup à aborder le deuxième volet de l'économie. Non plus l'économie comme ensemble de pratiques ou comme système, mais l'économie comme discipline de pensée. Et souvent, on peut me dire, mais Géraldine, c'est pas possible de faire de l'économie autrement. Le premier argument que l'on me donne, étonnamment, ça fait écho à ce que je vous ai dit en parlant des pratiques, c'est non. De toute façon, ce n'est pas nécessaire de faire de l'économie autrement, puisque le logiciel économique dominant est très malléable et il a déjà effectué sa mue vers plus de prise en compte des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux. Alors, afin de vous illustrer cette prise en compte de l'environnement, je vais vous parler de quelqu'un qui a fait l'objet de pas mal de médiatisation en économie. Parce que c'est vrai, l'économie dominante prend en compte l'environnement et le fait de plus en plus. Et dès les années 70, vous savez, les années 70, c'est le moment où le rapport du Club de Rome est ressorti, ce fameux rapport Halte à la croissance, qui entraîne une réflexion sur les limites de notre modèle croissantiste. Les questions du réchauffement climatique commencent à émerger de manière de plus en plus importante. Et un économiste parmi d'autres, William Nordhaus, que je vous présente ici, a pris à bras-le-corps cette question des liens entre croissance et climat. Il s'y est intéressé, il a travaillé avec le politique, avec les scientifiques, et dans un premier temps, son travail a consisté à essayer de... je ne vais peut-être pas vous dire ça tout de suite, je vais d'abord vous montrer les conclusions auxquelles ces études sont arrivées, et après je vous montrerai. Donc il s'est très fortement intéressé sur ces liens entre croissance et climat, et voici ce que l'une de ses analyses, parmi d'autres, a montré et a conclu. Donc voilà, la conclusion qui nous était donnée par un économiste, c'était qu'un réchauffement de 3,5 degrés était tout à fait souhaitable et acceptable.
Alors comment en est-on arrivé là? Quand on connaît aujourd'hui les conclusions du GIEC, comment en est-on arrivé à ce qu'un économiste puisse déclarer que 3,5 degrés était acceptable? Au départ, Nordhaus et ses collègues, je vous parle de lui parce que je crois que ce cas est quand même très emblématique d'un décalage entre l'analyse économique et la prise en compte de l'environnement. Au départ, son travail a consisté à écouter les scientifiques, à écouter les politiques et à essayer de chiffrer le coût de l'atténuation du changement climatique. Donc on prend l'information des scientifiques et du monde politique, on dit voilà vers quel niveau de réchauffement nous devons aller, et on vous demande en tant qu'économiste de chiffrer le coût de cette transition. Mais à un moment, il y a eu un point de bascule. À un moment, Nordhaus et ses collègues ont décidé d'appliquer à la question du réchauffement climatique et de son atténuation une analyse coût-bénéfice, une analyse purement économique, avec des critères uniquement économiques. Et cette analyse coût-bénéfice, c'est-à-dire on va comparer les coûts de l'atténuation, donc en euros, aux bénéfices de cette atténuation du changement climatique, et selon ces critères économiques, il devient désirable et acceptable de laisser la Terre se réchauffer à 3,5 degrés. On est donc passé d'une situation dans laquelle l'économiste va écouter le scientifique et appliquer effectivement un travail tout à fait louable et utile d'économiste, c'est-à-dire de chiffrer les coûts de cette transition, vers une situation où on va confier le soin à l'économie de déterminer le réchauffement qui est désirable pour nous tous, non pas au nom de principe de préservation de la planète, mais au nom de critères économiques de coûts et de bénéfices. Vous voyez, ce retournement est quand même assez important et nous montre que la prise en compte de l'environnement dans l'économie, c'est une chose, mais la manière dont l'économie l'a prise en compte et les conclusions auxquelles ça nous mène, c'en est une autre. Et ça a été très bien expliqué par Antonin Potier dans un livre publié récemment qui s'appelle « Comment les économistes réchauffent la planète ». Alors, l'autre argument, quand je parle de faire de l'économie autrement, c'est de me dire, mais non, de toute façon, les théories hétérodoxes, c'est-à-dire cette constellation de théories économiques qui ne s'inscrivent pas dans l'économie dominante, eh bien, ces théories hétérodoxes, elles n'ont rien à proposer. Ah bon, vraiment? Moi, je pense que si, bien au contraire, et nous sommes beaucoup, je pense, à le penser. D'une part, on peut penser à l'économie écologique. L'économie écologique, c'est un courant de pensée anglo-saxon à la base, qui s'est développé et qui, dans les années 80, et qui est l'un des premiers, en parlant d'économie, à avoir montré de manière éclatante la dépendance fondamentale de nos systèmes économiques au système biophysique et au système Terre. Et c'est ce courant qui a été dans les premiers à alerter quant aux limites d'une croissance infinie dans un monde fini. Et donc mis en exergue ce qui contraint l'expansion du système économique. Pensons à l'économie féministe. L'économie féministe, dès les années 70, elle a alerté sur les inégalités de genre qui sont inhérentes à toutes ou à beaucoup de catégories économiques. Par exemple, comment définit-on ce qui est productif et ce qui est improductif? Ça a une longue histoire dans l'histoire de la pensée. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de la pensée ici, mais comment définit-on ce qui est de l'ordre du productif et de l'improductif? Comment se fait-il qu'au sein du PIB, du produit intérieur brut, l'indicateur principal de la comptabilité nationale, apparaissent des activités qui pour la plupart ont lieu en dehors de la maison et qu'un ensemble d'activités domestiques qui sont pourtant essentielles à la productivité des gens dans le pays n'apparaissent pas comme contribuant à cette productivité? Qui fait principalement les activités domestiques? Ce sont les femmes. Et c'est encore aujourd'hui, même si c'est plus autant le cas que dans les années 70, c'est encore souvent le cas. Donc, alors c'est un exemple parmi beaucoup, mais donc cette économie féministe a alerté contre ces inégalités de genre et de traitement. L'économie institutionnelle, elle a replacé les rapports de pouvoir au cœur de notre compréhension du monde politique. Et elle nous a un peu affranchis d'une vision un peu amorale, aéthique de l'économie en nous disant non, l'économie, c'est un ensemble de rapports de force. Il faut en prendre conscience et regarder la manière dont les sociétés se sont organisées institutionnellement pour canaliser ces rapports de force. Ces trois écoles de pensée, parmi beaucoup d'autres, mais bon, j'ai 40 minutes, donc ces trois écoles de pensée, elles ont deux points communs. Le premier, je pense, c'est qu'on peut les qualifier
de sciences sociales critiques. Et là, je vais emprunter à mon collègue Christian Ansperger ce que c'est qu'une science sociale critique. Une science sociale critique, elle va être pertinente si elle accroît ce que Christian Ansperger appelle le degré de performance critique et existentielle de la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je fais de la science sociale, je suis moi-même une partie de cette société que j'étudie. Et quand je vais vous parler de vous et de votre société, ça va générer en vous une forme de réflexivité. Et vous allez réagir à ce que je dis de vous. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce qu'une science sociale, quand elle est critique, elle a deux buts. Elle doit améliorer la performance existentielle de la société. Ça veut dire, cette performance existentielle, c'est votre capacité à pouvoir réfléchir sur le monde qui vous entoure et à pouvoir donner du sens à votre existence dans ce monde social, dans ce monde culturel, dans ce monde environnemental également. La performance critique, c'est que la science sociale doit normalement augmenter la performance critique de la société, c'est-à-dire vous doter des outils conceptuels, des modèles, des réflexions qui vous permettent de vous émanciper, de vous affranchir du système dans lequel vous êtes à partir du moment où vous le trouvez critiquable. Et donc c'est vrai que ces trois exemples que je vous ai donnés, l'économie écologique, l'économie féministe, l'économie institutionnelle, elles nous apportent, elles augmentent notre performance critique et notre performance existentielle. Mais au-delà de ça, ces trois approches, parmi beaucoup d'autres, ces trois courants, ils ont en commun d'accepter l'interdépendance, voire la subordination du système économique à d'autres systèmes, à d'autres logiques d'action. La subordination du système économique à un système social, à un système juridique, à un système culturel dans les gender studies, à un système écologique. Et la reconnaissance de cette subordination m'amène à un point assez fondamental. C'est que je pense, et je crois que c'est un enjeu profond, que si nous voulons faire de l'économie autrement, il va falloir que nous nous affranchissions de ce qu'on pourrait appeler l'économie conquérante. Et cet enjeu, il est lié au fait que le rapport de nombreux économistes à la discipline économique est un rapport de conquête impérialiste. Si, par exemple, vous lisez des manuels d'économie, et vous pouvez en lire des dizaines, vous allez assez vite comprendre que l'économie cherche avant tout, perpétuellement, à affirmer la validité de ces outils, la validité de ces méthodes et leur dimension universellement applicable. Il s'agit donc, alors vous pouvez utiliser des outils économiques pour faire toute forme d'analyse, du mariage à la délinquance, en passant par l'explication des décisions de donner ou pas un pourboire au restaurant, tout pourrait passer au crible des lunettes de l'économie dominante. Et là, il y a un gros enjeu pour cette communauté d'économistes, c'est de pouvoir garder et garantir une entité, une identité et une supériorité à leur communauté d'économistes. Et ça a été très bien mis en exergue par des gens comme Yann Algan et Marion Fourcade. Mais aussi, et c'est ça qui est important, il s'agit pour ces économistes de se battre pour montrer qu'ils ont une discipline, ils ont des méthodes, ils ont un discours, et ils vont toujours tenter d'étayer cette discipline ou la pertinence de ces méthodes en prenant un ou l'autre exemple. Je fais une petite pause du coup. Ah, merci. Et donc, du coup, il s'agit donc pour eux... Ah, pardon. Ah oui, on a 8 fois. Ça, c'est pas compté dans mon timing, Olivier. 9... Ah, il est 9 fois. Oui, 9 fois, pardon. Et donc, quand vous regardez des manuels d'économie, effectivement, vous voyez qu'il y a cette volonté d'affirmer, d'une part, le caractère universellement applicable, de tenter de l'étayer avec quelques illustrations dont je vous disais qu'elles sont plutôt ad hoc. Et donc, finalement, la meilleure compréhension du monde que nous offrent ces modèles n'est pas toujours évidente. Et ce faisant, l'économie dominante, en tout cas, dans sa version la plus pure, on va le dire, renverse totalement sur sa tête la démarche scientifique. Dans une démarche scientifique, on ne tente pas de faire rentrer un exemple dans nos concepts.
On va tenter d'abord de se poser une question et de chercher les outils qui sont les plus à même de répondre à cette question. Et en fait, ce rapport de conquête, ce rapport très masculin, si je peux me permettre, c'est ce rapport conquérant des économistes à leur discipline, les amène souvent à camper sur leur position. Et je peux vous dire que ça peut donner lieu à des débats d'une extrême violence. Ça a été le cas notamment en 2015-2016, lorsque Kayuk et Zilberberg, deux économistes du travail très connus en France, ont sorti un livre qu'ils ont appelé « Le négationnisme économique ». Dans ce livre, ils considèrent que tout économiste qui ne ferait pas de l'économie selon les méthodes quantitatives, selon un ensemble de méthodes, en se basant sur l'individualisme méthodologique, en faisant de l'expérimentation, tout économiste qui n'adhérerait pas à ce corpus méthodologique serait en fait un obscurantiste, serait un non-économiste et devrait finalement ne plus être considéré comme ayant une approche scientifique. Il y a donc un exercice de discrédit très profond quant à des approches de l'économie telles que celles que je vous ai montrées juste avant. Et donc, vous voyez que ça donne lieu, évidemment, à des combats d'une grande violence, liés notamment à ce rapport conquérant. Alors, on est ici face à une tension. On a une tension, d'une part, entre cette prétention assez universaliste et conquérante d'une économie dont les outils sont prétendument applicables à un ensemble d'analyses, et de l'autre côté, ce que je vous ai montré avec cet exemple de Nordhaus, qui est un petit peu caricatural, mais qui est vrai. On a une personne qui a reçu donc, en 2018 le prix de la Banque de Suède en l'hommage de la mémoire d'Alfred Nobel. Donc William Nordhaus n'est pas un inconnu dans l'économie. On voit ces exemples qui nous montrent que finalement la capacité de cette économie conquérante à vraiment nous apprendre des choses et à vraiment s'inscrire dans les enjeux du XXIe siècle laisse un peu à désirer. Et donc cette tension entre une prétention d'universalité et finalement une forme de porte-à-faux entre ce que nous apporte cette science et les enjeux qu'il faut traiter, elle amène à une question assez profonde, c'est se demander, mais finalement, est-ce que l'enjeu de l'économie au XXIe siècle ne serait pas d'accepter avec humilité la subordination de l'économie à d'autres enseignements ? Une forme d'humilité pour un pluralisme qui serait salutaire. Et ça, c'est une question qui me semble extrêmement importante. Mais aujourd'hui, qui fait ça ? Qui reconnaît qu'effectivement, d'autres personnes, d'autres logiques, d'autres contraintes extérieures à l'économie sont importantes à prendre en compte pour faire avancer l'économie ? Eh bien, pas grand monde. Et pourtant, il y en a, et je vais vous en parler. Il y en a, et il y en a beaucoup dans les courants hétérodoxes notamment, mais il y a une personne qui le fait et qui a pour le moment beaucoup pignon sur rue, c'est Kate Raworth. Donc cette économiste anglaise qui n'a pas peur de renverser l'économie, qui n'a pas peur d'aller s'inspirer d'un ensemble de connaissances, de logiques d'action qui viennent informer sa théorie du donut. Alors on en parle beaucoup, cette théorie a pris un succès grandissant ces dernières années. Donc ce modèle, qu'est-ce qu'il nous montre ? Vous voyez, alors je vais d'abord vite vous le décrire, et puis je vais vraiment vous parler de la démarche de Kate Raworth qui est derrière, parce que je pense que c'est ça qui a beaucoup de sens. Ce donut, il nous représente deux grandes limites dans lesquelles notre système économique devrait pouvoir s'inscrire s'il désire être prospère et soutenable. La première, c'est le cercle intérieur. Ce cercle intérieur, il représente un plancher social sur un ensemble de dimensions. Vous avez l'accès à l'énergie, au logement, l'accès à la nourriture, à la santé, l'éducation, les questions de revenus, la paix, la justice, également la participation politique, l'équité sociale, l'égalité de genre. Et sur l'ensemble de ces dimensions, on doit atteindre un seuil minimal pour que chacun puisse vivre dignement. Mais il y a aussi une frontière externe, c'est ce qu'elle appelle le plafond écologique, au-delà duquel on ne peut pas aller. Il est basé sur les travaux du Stockholm Resilience Initiative qui nous montre effectivement qu'il y a un ensemble de ce qu'on appelle les frontières planétaires, au-delà que l'on ne peut pas transgresser, au risque de voir notre économie déstabilisée de manière radicalement systémique et de venir compromettre nos propres conditions d'existence ici sur cette Terre. Et donc à l'intérieur de ce qu'elle appelle Safe and Just Space, donc un espace juste et sécure pour l'humanité, c'est ici qu'on devrait se situer. Comment en est-elle arrivée là ? Elle ne prétend pas
Kate Raworth, à la différence de ce que la traduction française de son livre nous laisse entendre, puisqu'on parle de la théorie du donut, mais je ne pense pas que Kate Raworth prétende apporter une théorie totalisante, une théorie qui expliquerait le tout. Je ne pense pas du tout. Je crois qu'elle fait une démarche avec beaucoup plus d'humilité. Et ce qu'elle propose finalement, c'est quoi? C'est une synthèse d'un ensemble d'acquis scientifiques. Elle prend également très sérieusement en compte un ensemble de contraintes, des contraintes physiques, des contraintes sociales, des contraintes démocratiques. Et elle va mettre ensemble l'ensemble de ces apports scientifiques, l'ensemble des contraintes, et elle va les articuler. En fait, ce à quoi participe Kate Raworth, c'est une grande initiative d'intercompréhension, de mise en dialogue. Elle va amener des gens à se rencontrer qui sont dans des logiques radicalement différentes et qui ne se seraient peut-être pas rencontrés. Et donc, finalement, elle va tenter de créer du lien. Alors, pourquoi je vous parle de Kate Raworth en ces termes? Eh bien, c'est parce qu'il me semble que c'est cette prise en compte très sérieuse des apports scientifiques, des scientifiques du climat, des sociologues, des anthropologues, des juristes, une écoute vraiment attentive et une prise en compte sérieuse de tout ce qu'ils nous disent sur les conditions de développement possibles, c'est cette prise en compte sérieuse qui fait que Kate Raworth s'est affranchie de l'objectif indéboulonnable de croissance économique. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont considérer que cet espace a l'air bien étroit et peut-être est un peu contraignant, hein, cet espace vert est peut-être un peu contraignant. Mais si on réfléchit bien, que nous a apporté la croissance matérielle? Elle a apporté beaucoup. Elle a permis de sortir des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes de la précarité, et il serait malhonnête de ne pas le reconnaître. Mais depuis quelques années, et particulièrement dans nos pays riches, cette croissance, elle nous a amenés à nous limiter dans notre liberté d'action. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire tout ce qu'on voulait faire avant. On ne peut pas faire un ensemble d'actions dont l'empreinte écologique serait plus importante. On ne peut pas manger trop de viande, on ne peut pas, etc., etc. Et c'est finalement ces limites desquelles nous a rapproché la croissance qui viennent aujourd'hui contraindre nos libertés d'action. Et donc peut-être que ce qui paraît ici à une limite va peut-être être la source de créativité. Et d'ailleurs, Kate Raworth se parle souvent du fait que les plus grands chefs-d'œuvre de créativité sont nés de la contrainte. Elle parle notamment de Mozart avec un clavier à 5 octaves. Pour ceux qui font du piano, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas effectivement beaucoup pour créer l'œuvre qu'il a créée. Alors, quand je vous dis que Kate Raworth ne propose pas une théorie totalisante, elle apporte ici une vision. Et pour ceux ou celles d'entre vous qui auraient déjà lu son livre, vous verrez que ses premières paroles, c'est la puissance d'une image. Elle ne prétend pas, de manière conquérante, précisément, dire « j'ai la solution pour vous et je vous la donne clé en main ». Pas du tout. Ce qu'elle va faire, c'est inviter chaque ville ou chaque pays à s'emparer de cette vision et à prendre, compte tenu de ces contraintes institutionnelles spécifiques, dans une perspective démocratique et délibérative, à évaluer son économie avec une vision à 360 degrés. Alors je ne vais pas ici vous faire tout un cours sur ce qu'est le donut ou sa mise en pratique, on pourra peut-être en parler, mais ce qui est important à retenir, c'est vraiment qu'elle invite à apporter un nouveau regard, mais dans une forme d'humilité, et que cette vision, que je pense être extrêmement éclairante, n'a été rendue possible que par une prise en compte sérieuse et une conscience très sérieuse de la subordination du système économique à d'autres formes de systèmes et de contraintes. Alors oui, une autre économie est possible, et elle est déjà en cours, mais son succès ne sera et ne pourra être qu'entier si les pratiques soutenables sont mieux valorisées, politiquement, mais aussi scientifiquement. Et c'est là qu'on doit faire avancer le logiciel économique. Il est maintenant essentiel de reconnaître que la nouvelle économie ne sera pas une économie de la conquête, ce sera une économie de la consilience. Une économie où les prétentions théoriques totalisantes devront peut-être être réduites et où finalement la vraie scientificité résidera dans la capacité de chacun à intégrer dans son analyse et dans ses projections la profonde subordination du système économique à un ensemble d'autres systèmes. En 1899, déjà, Thorsten Veblen alertait contre un système économique qui faisait de la consommation une source et un fait d'ostentation. En 1940, déjà, Karl Polanyi appelait à un réencastrement de l'économie dans la société pour des raisons démocratiques et pour des raisons sociales, car il dénonçait la subordination de la société
à la théorie économique libérale, ce qu'il appelait l'utopie du grand marché. En 1979, déjà, René Passet nous demandait de nous représenter l'économie comme sous-système de la société, elle-même étant un sous-système de la biosphère. En 2012, Kate Raworth publiait pour la première fois le Donut. Nous sommes en 2020. Les paroles de ces autrices et de ces auteurs, parmi beaucoup d'autres éclaireuses et éclaireurs, n'a jamais eu plus de sens qu'aujourd'hui, à un moment où nos budgets carbone sont sur le point de s'effondrer, nous les avons presque épuisés, et au sortir d'une crise qui nous a montré à quel point notre système économique était vulnérable. Il est grand temps maintenant que les économistes s'emparent de ces paroles pionnières. Merci beaucoup.